Monsieur Maxime. Et Laurent Montet, bien sûr, le réalisateur. Tout ça. Ça va, t'es rassuré, Laurent? Merci. Je ne sais pas qui vous applaudissiez. C'est peut-être plus eux que moi, mais... Non, parce qu'en fait, c'est effectivement la première avant-première où ils sont tous les trois réunis, donc c'est vrai que c'est important pour eux. Demain, ils seront à La Ciotat, et voilà. Laurent, je crois que c'est une histoire qui remonte à loin, ça remonte à quasiment 20 ans. Oui. Il y a 20 ans a eu lieu à La Ciotat un atelier d'écriture peu de temps après la fermeture du chantier où les jeunes avaient été choisis. On travaillait pendant 9 mois, je crois, avec une romancière, Stephanie Benson, une romancière anglaise, qui les a aidés à écrire un roman policier qui par ailleurs a été édité. Enfin, et moi j'avais vu un reportage que Robin Campillo, le co-scénariste du film, avait monté. Sur cet atelier, j'avais trouvé que le dispositif était vraiment très très intéressant pour juste donner la parole à des jeunes gens et essayer de cerner un petit peu leur rapport d'abord leur rapport au monde qui les entoure, à leur histoire, à l'époque dans laquelle ils vivaient. Et puis j'ai pas écrit le scénario, enfin on l'a commencé, puis on n'a pas trouvé la forme que ça pouvait avoir. Et il y a 3 ans, j'ai eu envie de remettre en scène ce dispositif qui me semblait toujours aussi efficace, mais pour essayer là de tracer un petit peu le portrait des jeunes gens d'aujourd'hui avec les difficultés auxquelles ils sont confrontés, avec aussi essayer de décrire leur univers. Et puis on a trouvé aussi l'histoire, enfin, toute la partie plus romanesque du film qui s'est progressivement dessinée. Et cette fois, on a réussi à aller jusqu'au bout et jusqu'au bout du film. On a lancé à peu près au moment de Charlie Hebdo, je crois. C'est ça, oui. On a commencé à réécrire juste après Charlie, en ayant un petit peu en se posant la question de comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir 20 ans dans un monde comme celui qui se dessinait. Et puis on a été malheureusement poursuivi par l'actualité, puisqu'une fois que une première version du scénario a été écrite, sont survenus les attentats du mois de novembre, et puis quand on a commencé à répéter, Nice est arrivé, et c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'à chaque fois le film devait être un tout petit peu, peut-être un peu moins pudique pour aborder la question, et donc on a à chaque fois peut-être un petit peu plus forcé le trait sur cette question-là. Au départ, la romancière, elle est anglaise. Marina, t'es pas anglaise? Non, j'ai rien d'anglais. Et comment tu es arrivée sur le projet, donc, du coup, puisque tu n'es pas anglaise? Eh bien, par déception, j'imagine. Non, parce que, très simplement, en fait, Laurent m'a appelé et m'a fait lire son scénario. Voilà, j'étais quasiment acquise parce que je connaissais les films de Laurent Montet avant qu'il ne m'appelle. Mais c'est vrai que le sujet du film m'a beaucoup intéressée. Voilà. Donc ça s'est fait très simplement. On s'est vu, on a bu un café et c'était plié. C'était bon. Hein, Laurent? Exactement. Voilà. Et en fait, dans ma tête, c'était déjà bon avant. Ah, bah ça, je savais pas. Une autre chose avant de donner la parole au public, parce que je crois qu'il y a déjà des questions. La confrontation, justement, tu sembles déstabilisé par moments face à ces jeunes. Est-ce que tu vois ça, justement, je pense que tu en as parlé pendant la conférence de presse, tu as trouvé ça passionnant justement d'être un peu déstabilisé en tant qu'actrice, pour une fois. Non, j'ai pas été déstabilisée en tant qu'actrice, j'ai été nourrie en tant qu'actrice par eux, par leur énergie, tout ça. Pas du tout déstabilisée, c'est
le personnage qu'il est. Moi, au contraire, je pense que j'ai été, je dirais plus, qu'ils m'ont réveillée comme actrice. J'étais obligée d'être dans un état de vigilance orange, face à eux, parce que ils sont très vifs, très énergiques, très très présents, et qu'il faut être à la hauteur de ce qu'ils vous balancent. Donc on ne peut pas être à moitié là. Mais non, pas déstabilisée, séduite. Mathieu, déstabilisé? Par qui? Oui, par Marina. Bah oui, forcément, au début, vu qu'on a affaire à une actrice qu'on connaît tous, forcément, au début, c'est un peu particulier, quoi, mais ensuite, très vite, Marina, quand elle s'est présentée, je sais pas si c'était volontaire ou non, elle a démystifié le personnage, et voilà, elle s'est présentée juste comme bonjour, Marina Foïs, je suis quelqu'un de normal, juste je suis actrice et je fais un métier public. Ouais, mais après, dans le jeu, vu que c'était tous notre première expérience, on n'a pas de comparaison possible. Alors du coup, je ne vois pas Tu verras, tu verras. Tu me diras. Je crois qu'il y a déjà une question là-bas. Bonsoir, je trouve votre film admirable et on ne sait pas tellement par quel bout le prendre, tellement il est riche. Donc chacun y verra sa propre lecture. Moi j'ai beaucoup pensé au début à Fajardi qui faisait des romans policiers qui étaient très sociaux, ou à Didier Deninx. Et puis très vite on bascule dans des univers comme ceux de Claire Devers, et avec des personnages aussi dont la radicalité rappelle les pièces de Lars Noren. Et je trouve qu'il y a justement une façon de présenter des personnages qui sont très peu français, justement, qui sont de toutes les nations, et avec une force minimaliste à la fois, et très violent dans ce qu'ils disent. Et Lars Noren, moi j'ai pensé à ça tout le temps, notamment la pièce sur le tueur qui a été jouée par Mathurin Vols à Avignon cet été. Et non, je sais que c'est pas forcément ce que vous avez voulu faire, mais je pense qu'on peut prendre votre film de tas de manières. Et puis un roman, c'est du chagrin soutenu par la grammaire, comme disait. Et c'est ça votre film. C'est un film aussi sur le mentir vrai romanesque. Et avec des actrices, madame, vous êtes toujours exceptionnelle, mais là vous êtes impressionnante en plus. Et vous, bien sûr. On va peut-être arrêter là. Non, j'arrête pas parce que c'est assez rare de voir un jeu d'acteurs à ce niveau-là quand même. Une question, non, peut-être? Ben oui. Comment vous les avez choisis, les acteurs qui ne sont pas... On a rencontré plusieurs centaines de jeunes gens et de jeunes filles, à La Ciotat d'abord, et puis en élargissant progressivement à Marseille, à Cassis, et puis il y a une espèce de... On est séduit par les uns, moins par d'autres, et puis on essaye aussi de voir comment le groupe peut fonctionner, si l'alchimie comme ça qu'on espère trouver dans le film a des chances de fonctionner. À chaque fois, c'est un pari, hein, on est là à se dire, mais peut-être que ça engage tellement le film, cette phase-là du travail, avant même que le travail soit réellement commencé avec eux. Et puis ensuite, on a pas mal discuté, pas mal répété, improvisé autour des différents thèmes, et j'ai été assez vite rassuré, je dois avouer. On n'en imagine pas d'autres maintenant, en plus. Moi non plus. Je crois qu'il y a eu beaucoup de répétitions, mais 3 semaines de répétition pour... Oui, pendant 3 semaines. Oui. Ouais. Pour les jeunes, oui, puis Marina, Marina nous a rejoint. Bah moi je joue mieux, donc j'ai moins besoin de répéter. Non, j'étais en tournage ailleurs, donc j'ai pu venir qu'une semaine répéter avec eux. Parce que l'alchimie est incroyable entre vous deux. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est miraculeux parce que... non mais ça... Moi, j'ai quand même fait quelques films, et c'est vrai que je ne peux pas expliquer autrement que chimiquement la rencontre entre deux acteurs. Et c'est pas prévisible. Et il n'est pas question du talent de l'un et de l'autre. Je pense que c'est comme une histoire d'amour ou une histoire de cul sans le cul. C'est-à-dire que ça marche ou pas sur quelque chose qui n'est pas maîtrisable, pas racontable, on ne peut pas progresser dessus. Moi, je sais que ça m'a frappé quand on a répété pour la première fois la longue scène
où Antoine vient chez Olivia quand elle lui demande de l'interroger pour son film le grand tête-à-tête. Je sais pas, il y avait, ça me paraissait très facile de jouer avec lui, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Vraiment, je pense que ça se passe au-delà du cérébral, non? Toi qui connais bien les acteurs. Moi qui connais bien les acteurs, ouais, moi, je pense qu'il se passe moi aussi au moment du casting, c'est juste le sentiment que, voilà, que j'ai envie de passer du temps avec ceux que je choisis, plus qu'avec ceux que je n'ai pas choisis. Et puis que ça se commande pas, que ça ne se commande pas, voilà, c'est comme ça. Je trouve votre film très riche, mais en même temps, à la moitié du film, quand j'ai vu que l'histoire serait plutôt entre Antoine et Olivia, j'étais très triste de quitter les autres personnages. Les autres personnages, j'avais eu le temps de m'y attacher, j'avais eu le temps d'essayer de comprendre pourquoi celui qui voulait pas écrire au début s'était mis après à écrire. À la fin, on le voit, il participe. Et ces autres personnages sont un peu, vers la fin, sont un peu des figurants de l'histoire. Donc, si j'ai une question, c'est pas un reproche, hein, c'est juste parce que votre film est vraiment très riche et qui fait que le temps imparti, bien sûr. Mais vous, est-ce que vous avez senti à un moment donné que peut-être les autres personnages, les spectateurs, vont être un peu frustrés de ne pas les suivre jusqu'au bout? Au montage, c'est une question qu'on s'est posée évidemment dans le dosage des scènes d'atelier, des scènes hors atelier. Et en fait, on a aussi essayé de continuer malgré la densification de l'histoire qui se précise entre deux, on continue à être dans l'atelier un petit peu, à y revenir, ne serait-ce que pour la scène avec la télé, justement pour ne pas totalement perdre ces personnages-là. Et en même temps, j'espère que ce qui se passe hors atelier, finalement, vient appuyer tout ce qui se dit autour de cette table, en particulier sur la violence, sur la différence qu'il y a entre une violence verbale et une violence littéraire et une violence telle que Antoine peut l'envisager de temps en temps. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait deux films. Je pense qu'il y a une complémentarité de ces deux blocs. Et que, oui, alors il y a un moment où effectivement on a besoin de passer du temps avec eux pour suivre leur histoire. Mais moi j'avais besoin de sentir aussi que Antoine avançait grâce à cette relation-là aussi. Il avance grâce à ce qui se passe dans l'atelier, mais aussi grâce à cette confrontation directe avec elle. Et qu'à la fin, quand il réussit à mettre des mots sur son désarroi, d'un seul coup, on se dit, ben voilà, cette histoire-là, elle n'a pas été vécue en vain, et Olivia ne s'est pas impliquée comme ça en vain. Ou alors, c'est beaucoup plus malin que ça, c'est pour faire le 2. Il se consacrera à un autre des personnages de l'atelier. Et c'est un beau compliment pour tous les autres. On leur dira. Ben écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, et j'avais cru comprendre que c'était une histoire vraie. Donc je voulais savoir à quel moment on considère que c'est une histoire qui se passe sur un atelier d'écriture, et à quel moment on tourne vers l'animatrice qui n'est plus l'animatrice, et où elle vit sa propre histoire. Et qu'est-ce qui vous a fait... Est-ce que c'est l'histoire vraie telle que... Il n'y a pas d'histoire vraie. Oui, enfin bref... Non, mais il n'y a pas d'histoire vraie. C'est un vrai stage. Oui. Non, mais enfin, c'est un atelier d'écriture. Il aurait pu... Oui, ça... Mais moi, j'ai jamais eu envie de faire un reportage sur un atelier d'écriture. J'avais envie de raconter une histoire qui se déroulerait en partie dans un atelier d'écriture, et où un jeune homme allait, en s'opposant au groupe et à la romancière, progressivement apprendre à se comprendre un tout petit peu et s'apaiser au bout du compte.
Non, mais c'est ça, c'est ce qui m'interrogeait. Parce que du coup, je ne voyais plus où, comme disait la personne précédente, où étaient les autres personnages. Du coup, on était pris par leur propre histoire. Et c'était une histoire différente, quoi, de ce que l'atelier. L'atelier, c'est un contexte, Voilà, et puis je pense qu'il se dit des choses importantes, mais qui sont relayées par l'histoire plus intime qu'on suit en parallèle. Je trouve que la fin est très belle en plus. Marine Lafoy, c'est formidable. Merci. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir, dans votre imaginaire, si elle s'intéresse à lui pour un personnage de son livre, ou si elle s'intéresse à lui humainement. Alors, ne comptez pas trop sur moi pour répondre à cette question. parce que d'abord, je pense que la richesse du personnage, c'est qu'évidemment, elle génère cette question-là, et que je pense qu'on n'est pas obligé d'y répondre, parce que ça peut se cumuler. Elle peut être, je pense qu'elle est à la fois très sincèrement en empathie avec lui et qu'elle a envie de le sauver malgré lui. En même temps, il l'a remise en question très très fortement en critiquant le paragraphe de son livre, en lui disant qu'elle ne ressent pas ce qu'elle écrit. Et là, d'un seul coup, je pense que c'est un vrai échange entre eux qui a lieu, et qu'à ce moment-là, elle dit oui, mais il a raison, il faut peut-être que je m'intéresse un peu plus à ce qui se passe autour de moi, et qu'elle le prend un peu comme personnage témoin. Je pense qu'elle peut être aussi attirée par lui, par son intelligence. Je pense qu'il est hyper brillant dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il dit, et que forcément il y a une fascination claire. Mais tout ça, pour moi, ça coexiste, et ça crée aussi la complexité et la richesse d'un personnage qui me semble du coup beaucoup plus humain, quoi. Bonsoir. Moi, j'ai un mot qui m'est venu à la fin de ce film, c'est pudeur. J'ai trouvé le film très pudique et ça m'a beaucoup plu. Et je voulais demander à Mathieu comment il sortait de ce film en tant qu'acteur et en tant qu'individu. En tant qu'acteur, j'en suis sorti acteur, tout simplement. Et après, en tant qu'individu, moi, ça m'a vraiment fait grandir, parce que je me posais un peu des questions comme les jeunes de l'atelier, quoi. Un peu moins fortement. J'avais des questions existentielles un peu moins préoccupantes, mais quand même, je me posais ces questions de où vais-je, qu'est-ce que je fais, qui suis-je, enfin, toutes les questions qu'on s'est posées sur quelle est ma place dans la société. Puis, grâce à ce film, j'ai pu rencontrer des gens qui réfléchissent en plus sur mon environnement, sur ma vie, sur les personnes de mon âge, ma génération. Et moi, ça m'a aidé, en parlant avec notamment Laurent, à poser des mots sur qui je suis, sur ce que je pouvais faire, tout ça. Donc moi, j'en suis vraiment senti grandi, quoi. Tu es très pudique, mais je vous assure qu'on le reverra. Je suis persuadé. Marina, j'avais une question, parce que tu disais aux journalistes que tu étais très à l'écoute dans le film auprès de ces jeunes, et en même temps, tu es très à l'écoute, et les jeunes sont souvent décriés par leur comportement un peu... et là, à force de les écouter, tu les mets sur un piédestal, ce rapport-là, c'est très important pour toi, j'ai l'impression. Non, il y a deux choses d'écoute. Il y a d'abord l'écoute, là c'est un truc technique d'acteur. Je veux dire, l'écoute, c'est les acteurs qui savent écouter, c'est les plus beaux. Et c'est la chose la plus difficile, parce qu'on peut très facilement faire semblant d'écouter au cinéma. Voilà. Bon, après, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le travail dans le jeu. Je pense que la vraie... ce qui peut modifier un acteur, rendre une scène intéressante, la rendre réelle, la rendre émouvante, tout ça, ça passe beaucoup par bien regarder, bien écouter. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense de jouer, et pourtant, voilà,
Donc, et je trouve que Laurent il nous a fait beaucoup travailler aussi parce qu'on était nombreux, avec des énergies très différentes, beaucoup de textes, etc. Les scènes ne pouvaient exister que si on était très ensemble, et pour être très ensemble, il faut très bien s'écouter. Après, le film, il parle de ce problème-là, en gros, du manque de considération des adultes pour les jeunes, une espèce d'arrogance un peu malgré eux, des adultes qui déplorent tellement que ces jeunes n'aient pas de culture, n'aient pas lu les mêmes livres qu'eux, qu'on lise ce qu'ils sont eux au travers de ce qu'on est nous, de ce qu'on voudrait être. Voilà. C'est un sujet qui me touche parce que je pense que ça produit une grande violence et que notre monde il n'est pas fait que de la violence des attentats. Il y a la violence au quotidien, celle de mondes qui semblent incompatibles alors qu'ils devraient mieux se mélanger. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui me touche. La violence aussi, c'est une certaine forme de mépris social, de mépris, ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, au-delà de ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Ça m'intéresse. Ça me touche. Vous m'avez un peu pris les mots dans la bouche, du coup, puisqu'on va parler de la jeunesse. Et je trouve que vous décrivez excellemment bien la jeunesse. C'est pas quelque chose qui est simple, je pense même qu'on peut pas, c'est impossible, puisqu'on est tous différents, tous les jeunes. Et notamment, vous parlez dans des discussions, dans l'atelier, je pense comme la dame, en fait, que les scènes de l'atelier n'étaient pas assez nombreuses. C'est celle que je préfère, forcément, peut-être parce que je trouve ça très politique comme scène. Et donc, je me demandais, comment dire, vous décrivez bien la jeunesse, donc, pardon, voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal à poser ma question. Je vais y arriver. Je reprends. Vous décrivez très bien la jeunesse, et donc à partir de là, vous voyez cette jeunesse qui a un peu de mal à parler en public et compagnie. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, je voulais enchaîner. Il y a un moment, vous parlez du fait de comprendre le tueur, de comprendre tout ça, et c'est des discussions que j'avais aujourd'hui même avec des amis, de comprendre, là c'est en l'occurrence de comprendre le violeur, compagnie, et tout ça, donc vous arrivez à le décrire, et merci. Je me fais pas porte-parole de la jeunesse parce que c'est difficile de la prendre entier, encore une fois. Et ma question est pas du tout philosophique, elle est bassement politique, même activiste. Je me demande comment ce genre de film peut atteindre les classes populaires plutôt jeunes, parce que, excusez-moi dans la salle, hein, mais je vois beaucoup de cheveux blancs, et j'ai 20 ans et je pense qu'on ne doit pas être nombreux dans la salle. Donc tout simplement, je me demande comment le cinéma comme ça, engagé, peut atteindre ces jeunes. Parce que vous nous apprenez beaucoup dans ces films. Il ne tient qu'à toi d'entraîner tes copains. Moi, je sais que moi, j'ai très très envie que les salles soient remplies de jeunes gens aussi, sans vouloir vous offenser, messieurs, dames. Mais voilà, c'est vrai aussi qu'il y a d'autres habitudes de cinéphilie, qu'il y a... Et que je sais pas comment, je pense que c'est peut-être plus toi qui pourrais répondre. C'est souvent le cas pour les avant-premières. Après, la carrière du film, je peux vous garantir que dans les salles, il y aura des jeunes. Hein. Mais les avant-premières, c'est vrai que souvent, c'est vous. Voilà. C'est pas bien aussi. Enfin, franchement, je trouve que la jeunesse populaire, celle qui est dans le film, ne va pas beaucoup au cinéma. Peut-être parce que c'est cher, donc, notamment. Est-ce que vous soutenez des associations, des profs, des gens qui ont les moyens de directement toucher la jeunesse et d'abord, une chose, c'est vrai que sur Entre les murs, par exemple, j'ai été très très heureux de voir que les salles étaient quand même souvent pleines de très jeunes gens qui venaient voir un petit peu comment le cinéma les représentait. Et ça m'a fait effectivement plaisir. Et du coup, j'abonde un petit peu dans ton sens. Hein. Après, oui, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, c'est sûr. Moi, j'essaye à chaque fois que je peux d'aller d'abord de présenter le film, d'aller dans les écoles, de faire. J'espère que ce film aura la chance d'être dans un dispositif école au cinéma
lycéen au cinéma ou quelque chose comme ça. Et il y a plein d'initiatives dans ce genre-là. Donc, et je sais aussi combien ça peut très très vite basculer. Moi, j'ai vu, par exemple, ma propre fille, quand elle était... elle devait avoir 7-8 ans, être rentrée un jour de l'école en disant « Ouais, demain, on va voir un film, c'est un vieux film en noir et blanc. » Alors, elle en avait vu plein avec moi. Mais à l'école, on lui avait dit « Ouais, ça va être un film en noir et blanc, ça va être chiant. » Et puis, le lendemain, elle est revenue avec la banane, parce qu'elle avait vu un Buster Keaton. Et il n'a plus jamais été question du noir et blanc qui était chiant. Et je pense que du coup, que là, il y a vraiment quelque chose qui peut avancer très vite, quoi. Merci. Moi, je suis très intriguée quand même par une phrase que vous avez dit. Vous avez donc parlé aujourd'hui de comprendre les violeurs. Est-ce que vous pouvez me dire exactement où ça plus précisément, quel était le débat? Parce que vraiment, je m'intéresse à la jeunesse et donc je m'intéresse à cette question. Il arrive qu'on débatte, d'ailleurs dans votre film, de sujets comme ceux-là, notamment la radicalisation et des sujets très sensibles. Et il arrive souvent, notamment sur les réseaux sociaux, que des gens prennent la défense de violeurs simplement par le fait que la dame porterait une jupe ou quelque chose comme ça. Et donc le débat arrive assez rapidement dans les facs. Moi je suis à la fac à Aix. Et du coup il arrive assez rapidement sur ces terrains-là, avec des propos généralement pas du tout nuancés, parce que quand on est jeune, généralement on n'a pas l'expérience et le recul, donc on est très direct dans ce qu'on dit. Et voilà, donc quelqu'un me soutenait que... entre guillemets, elle l'avait bien mérité si jamais elle portait une jupe. Voilà, donc ça c'est un débat de fac. Et c'est un débat de fac, mais malheureusement c'est un débat qu'il y a beaucoup trop aujourd'hui, et parfois même, je crains que certains adultes, enfin, on est adulte quand on est jeune, hein, mais plus vieilles personnes, plus sages, normalement, le pensent ça aussi, et ne transmettent ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc il faut débattre. Donc... mais j'aime bien justement qu'on en débatte et qu'on en discute à la fac, parce que parfois on n'a pas trop le temps d'en parler. Et justement votre film permet d'en parler, donc ça serait bien qu'il soit, comme je disais, diffusé à plus large échelle que dans des cinémas. Oui, après, je crois quand même qu'aujourd'hui, enfin moi je ne travaille pas dans la distribution, mais les films ils ont une vie après les exploitations salles. Ce que je déplore, moi je suis la génération qui va au cinéma, mais il y a certainement aujourd'hui plein d'autres manières de voir les films, non ? Sur les ordinateurs, et c'est pas des sous-vies peut-être, hein, les vies de VOD, de DVD ou de plateforme. Non, mais on peut le dire, on perd nos films en streaming, on tue l'industrie, il n'y a pas de souci. Non, hein, j'ai dit exactement l'inverse. Je viens de dire l'inverse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup accès à tous ces films-là, et qu'aujourd'hui, les jeunes ne font pas les efforts d'aller voir des films comme ça. C'est vrai qu'en streaming, on préfère aller voir Game of Thrones ou des choses comme ça. Et vraiment, en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on donne l'accès à ces films-là. Enfin, pas on nous donne, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué comme ça, avec un capital culturel assez élevé. Et donc, je vais facilement voir des avant-premières ici, comme ça. Mais des gens qui sont pas des jeunes, qui grandissent dans les cités, des choses comme ça, qui n'ont pas accès à ce cinéma-là dès leur plus jeune âge, derrière, quand ils vont avoir la capacité d'aller voir ce film, ils ne vont pas aller les voir. Alors peut-être je suis complètement coupée du monde réel, mais je suis un peu plus optimiste que toi sur les possibilités d'avoir un accès à la culture plus tardif, plus personnel, sur des chemins détournés. On est libre, peu importe, d'arriver à la culture à 3, à 7 ans. Et quelle culture? C'est vaste, c'est multiple. On apprend peut-être... Ça aussi, c'est un truc qu'il faut... c'est un peu ce que... Dans le film, moi, il y a un truc qui m'intéresse... Par exemple, sur les jeux vidéo, tout ça, c'est un discours assez convenu du monde adulte sur les jeunes qui perdent leur temps sur des écrans, à avoir de la merde et pas les beaux films du patrimoine. Attends, c'est pas ce que dit mon film. Justement, c'est pas ce que dit le film. Et moi, il y a une scène qui me plaît beaucoup. Non, mais justement, dans le film, il y a une scène qui me trouble beaucoup, c'est la scène où Antoine est face à son jeu vidéo et il dit « je vais crever, je vais crever, je vais crever ». En fait, c'est un des seuls moments où il parle de lui. Et quand je l'ai vu la première fois, je n'avais pas vu tourner cette scène, elle m'a émue profondément et je me suis dit « ah tiens, c'est marrant ». Peut-être, je ne sais pas si c'est ça que raconte cette scène-là. Moi, ce que ça m'a raconté, c'est que peut-être
Lui, ce personnage-là, c'est devant un jeu vidéo qui se lâche, qui s'exprime, qui ressent quelque chose, qui le concerne très intimement, etc. Donc, je ne condamnerai pas les gens qui n'ont pas été au ciné-club des 7 ans en disant qu'ils n'auront jamais accès. Je crois que les chemins sont plus sinueux, tortueux, je suis plus optimiste que toi. Peut-être suis-je naïve. Je me suis mal exprimé dès le début. Me faites pas passer pour celui qui est pessimiste, enfin. Je rends le micro. Mais je veux juste dire, je suis terriblement optimiste et je suis terriblement d'accord avec lui. Et je suis juste content d'avoir justement réussi à pousser le débat jusqu'à là, parce que c'est une discussion qu'on n'aurait peut-être pas eue si on avait eu des... Et continue les débats sur les mini-jupes, je t'en supplie, parce que là, vous êtes très en retard, quoi. Ils sont très en retard. Oui. Moi, je voudrais d'abord vous féliciter, parce que je trouve que c'est un excellent film, très dense. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à l'intérieur. Et puis, j'ai beaucoup apprécié le suspense. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Voilà, par ailleurs, ben, évidemment, je félicite Laurent, mais je félicite aussi Marina, qui est magnifique. Et puis Mathieu qui a une très très forte présence. Et je ne sais pas quelle est sa formation, mais je pense qu'il fera carrière. Et puis, dernière chose, j'ai beaucoup aimé le regard bienveillant de Laurent sur la jeunesse. Voilà. Alors Mathieu, si je peux poser une question qui m'intéresse, c'est quelle est votre formation? Collège Jean Jaurès de La Ciotat, lycée Lumière de La Ciotat, bac ES que j'ai eu, et c'est tout. Non, j'ai pas eu de formation au jeu, j'ai pas fait de théâtre. Ce sera Laurent Cantet, sa formation. Voilà, c'est pas mal. C'est déjà bien. Alors justement, il y a une chose dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est un quatrième acteur, c'est La Ciotat. C'était évident que ça se passe à La Ciotat ou ça pouvait se passer ailleurs? Ça fait 20 ans que j'ai envie de tourner à La Ciotat, donc pas 20 ans, non, mes premiers courts-métrages que j'ai écrits se déroulaient à La Ciotat, donc ça devait arriver un jour. Et puis non, mais c'est une ville que j'ai pas mal vu changer et dans laquelle je continue, moi, à me sentir très bien, parce que je trouve que c'est une vraie ville d'abord. Et puis que le poids du passé est là et que ça m'intéressait qu'on essaye d'aborder ces questions autour de la table, tout en constatant que ces questions n'étaient peut-être pas celles qui motivaient le plus nos jeunes amis. Et ça me semble un petit peu marquer la fracture qu'il peut y avoir entre deux générations. C'est une génération qui a recours à l'histoire pour essayer de comprendre ce qui se passe, et une autre qui a recours à l'immédiat comme ça pour regarder le monde. Et du coup, ouais, je pense que la ville se prêtait vraiment particulièrement bien à ça. Bonsoir. D'abord, merci pour ce film, j'ai vraiment adoré. Voilà, j'avais une question, c'était par rapport aux jeux vidéo. On voit qu'il en apparaît plusieurs dans le film. Je voulais savoir, vous, quel était votre rapport aux jeux vidéo? Est-ce que vous y jouez? Parce que j'ai vu que les références sont assez actuelles, assez récentes. Par rapport à ce que disait Marina tout à l'heure aussi, j'ai adoré cette scène dans laquelle Antoine était sur l'ordinateur et où il disait je vais crever, ça donnait vraiment un sentiment de détresse. Et il continuait en disant il faut qu'on me heal, et en anglais il faut qu'on me soigne. Donc ça vraiment mettait vraiment en avant son mal-être. Donc je voulais savoir, vous, quel était votre rapport aux jeux vidéo? Est-ce que vous y jouez ou pas du tout? Non, moi je ne suis pas joueur. Par contre, Robin Campillo, qui a coécrit, l'était en tous les cas beaucoup. Et moi ça m'intéressait que le jeu vidéo soit là. Enfin, j'avais envie qu'il y ait tout un télescopage de types d'images dans ce film
parce que je pense que ça ressemble un petit peu à notre environnement d'aujourd'hui, où on est confronté à des jeux vidéo, à Internet, au cinéma, à la télévision, à nos téléphones portables, enfin, et ça me semblait bien d'en faire un élément central du film. Pour ça aussi que j'ai tenu à commencer le film par cette scène un peu énigmatique. Alors au-delà de l'effet... Pourquoi The Witcher? Parce que The Witcher... non, parce que si... Enfin, moi, ce que je cherchais, c'était un jeu où on pouvait être dans une espèce d'état de contemplation par rapport à un paysage. L'extrait que d'ailleurs... que j'ai fait. Que Mathieu a fait. C'est un moment où juste ce personnage se promène et je trouve que ça nous parle déjà du personnage d'Antoine. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on peut aussi se construire un imaginaire à travers ces choses que moi je ne connais pas, mais qui me semblent. Mon fils joue beaucoup et ce qu'il préfère dans les jeux vidéo, c'est les moments où justement il n'a pas à aller dézinguer un zombie, mais juste se promener et puis essayer de comprendre qui il croise. Et ça, c'est l'espèce d'errance-là, je la trouve très poétique. Et c'est pour ça aussi que j'espère qu'on la lit à ce niveau-là dans le film. D'accord. C'était raccord en plus par rapport au fait que The Witcher est adapté d'une série de best-sellers. Là, tu es beaucoup plus calé que moi. Ok, oui, je rends le micro. Merci beaucoup. Juste rappeler que Robin Campillo, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le co-scénariste de Laurent Cantet depuis ses débuts. C'est aussi le réalisateur de 120 battements par minute qui vient de sortir et que vous êtes été trop nombreux à voir déjà. Une dernière question peut-être ? Bonsoir. Vous avez fait un film où vous avez voulu dire des choses et puis vous les avez bien dites. Mais le terreau de jeunes de cette génération-là, je pense que ça transparaît comme un ferment. Et je me demande en tant que réalisateur, ce que vous êtes, Laurent, là, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que le film vous a crié quelque chose que vous n'aviez pas écrit? Pas obligé, hein? Non, mais c'est pas... Non, mais enfin, moi, à chaque fois que je fais un film et que je décide de le faire, en particulier avec des gens dont ce n'est pas le métier, c'est aussi parce que je fais des hypothèses en écrivant et que ça m'intéresse de vérifier ces hypothèses ou de les infirmer au cours de tout le travail préparatoire que je fais avec eux. Et ça, oui, il y a eu des moments où je me suis dit, tiens, là, je suis un peu en dessous de ce que eux m'ont proposé. Et ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans les scènes. Et puis après, ce que ça m'a révélé, non, peut-être pas révélé, mais c'est que... Enfin, j'ai le sentiment que il y a un vrai parallèle entre la situation du film et ce qui s'est passé entre nous au tournage. C'est-à-dire que ce que le film essaye vaguement de dire quand même, c'est que à partir du moment où on crée un espace de réflexion, à partir du moment où on confronte des idées, ben, on grandit un petit peu et on comprend un peu mieux les choses. Et ben, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avant le tournage et pendant le tournage a un peu joué dans ce sens-là. Et à tous les niveaux, enfin, pour moi, j'espère, oui, enfin, pour vous aussi, et que ça, c'est une expérience super agréable à vivre. Et puis après, le film me renvoie aussi les arguments, en particulier de Mathieu, d'Antoine reprochant à Olivia d'être la marionnettiste qui manipule tout le monde. C'est vrai que c'est des questions qu'en tant que réalisateur, on se pose forcément, et que le fait de me les poser m'a peut-être permis de ne pas trop tomber dans ce travers-là.
intervention. Excusez-moi, il y a un aspect de votre film que je voudrais soulever, c'est l'idée du romancier qui transmet à d'autres l'idée d'écriture. Et la romancière, le romancier, c'est un cambrioleur. C'est un pilleur de vie et il se sert de ce qu'il voit pour sa propre œuvre. Et à la fin du film, lui, il vient finalement cambrioler aussi, quelque part. Il est devenu romancier et il vient piller une partie de la vie de cette femme qui l'a aidé à devenir ce qu'il était. Je vois ça comme ça. C'est très beau. Merci. Sur ces beaux mots, on remercie jamais assez, oui, tout en bas, là, il y a marqué Diafana. C'est le distributeur, on n'en parle jamais, mais c'est très important pour la carrière d'un film. Et là, je voudrais remercier Alicia. Ils font un travail formidable sur tous leurs films. Et vraiment, je voulais les remercier parce que c'est grâce à Diafana que nos 3 artistes sont là ce soir. Merci, et le film sur le 11 octobre.